L'interview politique, Alexandre Carra, vous recevez ce matin François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, j'allais l'oublier. Messieurs, c'est à vous. Bonjour François Rebsamen. Bonjour Alexandre Carra. Merci d'être avec nous ce matin. On l'a vu, Caen est toujours bloqué. Dans le Grand Ouest, les barrages se multiplient. On a entendu la détresse des agriculteurs dans le journal de 8 heures. On n'est pas là pour mourir. C'est aussi ce que dit Xavier Belin, le patron de la FNSEA. Il réclame autre chose que des mesurettes. François Rebsamen, est-ce que le président de la République peut annoncer autre chose que des mesurettes aujourd'hui en Conseil des ministres ? Oui, il y aura des annonces du ministre de l'Agriculture au cours du Conseil des ministres et les réunions vont se poursuivre, y compris cet après-midi. Moi, je voudrais saluer d'abord l'action menée par Stéphane Le Foll, parce que ça fait longtemps qu'il a dépeint ce qui était en train de se passer, à savoir une triple crise, en réalité, dans la crise agricole elle-même, c'est-à-dire une crise de la viande bovine, une crise de la viande porcine et une crise laitière. Et donc, on comprend, on partage la détresse des agriculteurs. Les causes en sont multiples. Et plutôt que d'avoir la droite qui aujourd'hui jette de l'huile sur le feu, on devrait essayer tous d'apporter notre pierre au soutien pour comprendre la détresse des agriculteurs, essayer de trouver des solutions, proposer des solutions. Le gouvernement a commencé à agir, déjà a agi. Il a agi, on pourrait dire, il agit et la droite s'agite, parce que il agit comment? Et d'abord en permettant une remontée des prix, qui sont ceux qui rémunèrent le travail des agriculteurs, que ce soit dans la viande porcine, où je crois que l'objectif était presque atteint par rapport à ce qui a été demandé, ça a été présenté hier, c'est pas encore le cas dans la viande bovine, et donc on voit que l'action a porté ses fruits, a commencé à porter ses fruits. Le médiateur va rendre ses conclusions aujourd'hui. Il ne s'agit pas de savoir qui est responsable, il s'agit de faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre de produits de leur travail. Et pourtant les agriculteurs disent que les accords du 17 juin n'ont pas été respectés, et aujourd'hui Stéphane Le Foll dresse un tableau catastrophique. Il dit qu'il y a près de 10% des exploitations qui sont menacées là immédiatement de faillite. Oui, il a dit ça avant-hier, c'est vrai, et hier soir il y a eu une longue réunion. Le travail du médiateur a commencé à être présenté, il va être poursuivi, le travail va être poursuivre aujourd'hui, et Stéphane Le Foll est sur le terrain. Il avait pris conscience de la chose. Il y a eu 23 millions d'aides d'urgence qui avaient été confiées au préfet pour répondre aux mesures les plus urgentes. Il y aura sûrement d'autres annonces aujourd'hui, c'est pas à moi de les faire à quelques heures du Conseil. Rebsamen, vous rendez hommage à Stéphane Le Foll, et en même temps on a l'impression que dans cette affaire, le ministre de l'Agriculture a été un peu dépassé, qu'il y a eu un retard à l'allumage, et d'ailleurs le président de la République reprend le dossier en main. Est-ce que c'est pas un signe ? Non, le président de la République, c'est normal, il s'intéresse au sujet qui touche les Français. Et les agriculteurs, tout le monde le sait, c'est un sujet majeur pour notre pays, très important. On a une agriculture qui doit tendre vers plus de qualité. Il y a des problèmes d'exportation qui se posent. On sait très bien que l'embargo russe pèse aujourd'hui sur nos exportations, qu'il y a des problèmes qui sont liés en Chine à des surproductions, à l'Union européenne. Il n'y a pas que la France qui a des problèmes aujourd'hui dans l'Union européenne sur les sujets agricoles. Donc il faut prendre le sujet avec sérieux, calmement, comme l'a fait le ministre de l'Agriculture, continuer les concertations, faire en sorte que les prix remontent, parce que c'est ça, pas les prix à la vente automatiquement, mais les prix qui concernent le produit des agriculteurs. Ce qu'ils vendent, eux, ne leur permet pas de vivre, donc il faut de se rémunérer, surtout pour les jeunes agriculteurs qui ont investi. Donc il y aura sûrement des aides financières qui vont être apportées. Oui, mais on a entendu les appels de François Hollande, de Manuel Valls, à la responsabilité des acteurs, oui. Mais est-ce que ça peut suffire d'être incantatoire comme ça? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas serrer la vis, peut-être de la grande distribution ou des intermédiaires? Et vous avez vu que le ministre de l'Agriculture s'est refusé à chercher des coupables. On ne va pas montrer des coupables. Il faut que chacun agisse en responsabilité, chacun à sa place, que ce soit les industriels, que ce soit la grande distribution, que ce soit les coopératives. Donc on a une nécessité aujourd'hui, c'est de répondre à cette crise, qui est une crise grave de l'agriculture française, et c'est ce que fait le ministre de l'Agriculture, c'est ce que fait le gouvernement. Mais finalement, face à la baisse des cours et à la concurrence mondiale, est-ce qu'on peut encore espérer quelque chose pour le secteur de l'élevage en France, ou est-ce que c'est pas un secteur qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, est en danger et risque en partie une mort lente? Non, je ne le crois pas, mais il faut peut-être, c'est pas à moi d'apporter des réflexions comme ça, mais je peux y participer. Il faut se poser la question de la qualité de la production, peut-être ne pas être que dans une gamme moyenne. On voit que, par exemple, on consomme beaucoup de viande irlandaise dans notre pays, parce qu'il y a une spécificité qui a été mise en avant, alors que la viande française, moi je peux en parler dans ma région, la charolaise, c'est une belle viande, mais on consomme moins de viande. Donc il faut peut-être prendre ça en compte aussi. Et donc il faut peut-être réguler mieux au niveau européen.
Hier, la FNSEA saluait le dialogue. Ce matin, on voit bien qu'il y a un peu une radicalisation. Xavier Belin dit qu'il faudra autre chose que des mesurettes et réclame le maintien des barrages. Est-ce que la FNSEA joue un jeu politique dans cette affaire ? Oh, je ne me permettrai pas de dire ça, mais vous savez, souvent, les organisations syndicales sont menacées d'être débordées parce qu'il y a une vraie détresse qu'il faut comprendre des agriculteurs, de ceux qui voient leur travail qui n'est pas assez rémunéré, de voir leurs exploitations qui sont menacées, alors qu'ils ont l'attachement à ce qu'ils font. Et donc, tout le monde participe, je le crois, aujourd'hui, de la compréhension de ce phénomène de détresse. Et même peut-être, on peut comprendre leur colère. François Rebsamen, c'est la dernière ligne droite pour votre loi sur le dialogue social. La lecture définitive du texte est prévue demain à l'Assemblée. C'était une loi très attendue par le patronat qui finalement, au bout du compte, déplore un texte qui, à l'arrivée, ne ressemblerait plus du tout à ses intentions initiales. Oui, il y a des postures dans les réponses aujourd'hui qui sont données. Le texte que j'ai présenté, c'est un texte de progrès social. C'est des progrès sociaux qui sont réalisés dans ce texte, qui vont maintenant se traduire concrètement pour les salariés, et c'est plus de souplesse pour les entreprises. Moi, je voulais tenir les deux bouts de la chaîne, à savoir ne pas diminuer, bien au contraire, les droits des salariés. 4,6 millions de salariés qui n'avaient pas de représentation en auront une demain. Et c'est justement là où ça bloque. C'est les très petites entreprises disent il faut pas de création de ces commissions régionales qui vont alourdir encore nos charges. Pas toutes les petites entreprises. J'ai reçu hier la CGPME. La CGPME, effectivement, critiquait cette disposition, mais par contre, l'UPA, c'est-à-dire les artisans, ont exactement le même dispositif. Alors, les artisans, c'est vraiment des petites entreprises. C'est même la première entreprise de France, l'entreprise artisanale. Donc, vous voyez, il n'y a pas là, j'allais dire, d'atteinte aux droits des petits entrepreneurs. Au contraire, je leur donne de la souplesse, des facilités, je lisse les seuils, le seuil de 50, vous savez, ce passage de 50 salariés à 300. Maintenant, il y a des dispositions qui diminuent le nombre de réunions obligatoires pour avoir des réunions plus stratégiques, plus intéressantes, pour revivifier le dialogue social. On donne la place aux partenaires sociaux, et donc il y a beaucoup de dispositions. Il y a la prime d'activité aussi, et puis il y a tout ce qui concerne les intermittents. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont des acquis pour les salariés, qui vont être demain du progrès social, et de l'autre côté, de la souplesse pour les entreprises. C'était les deux bouts de la chaîne qu'il fallait tenir. Un amendement a introduit la possibilité de reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Est-ce que c'est pas un peu dangereux ? Est-ce que ça peut pas entraîner des excès d'interprétation ? Non, le burn-out, c'est un début de reconnaissance. C'est normal, ça peut exister, mais ce n'est pas une maladie qui peut figurer au tableau des maladies professionnelles, parce qu'elle n'est pas uniquement liée au poste de travail. Et donc, j'ai renvoyé à des commissions régionales qui pourront, quand il y a des cas très précis, y répondre. Donc, on peut pas faire... Non, c'est pas systématique. On peut pas faire, j'allais dire, comme si cela était uniquement dû au travail. Des fois, c'est dû au travail, des fois, il y a des causes personnelles. Donc, mais c'est une maladie, c'est un phénomène, je pourrais dire. C'est ce syndrome d'épuisement professionnel, est un nouveau phénomène qu'il faut prendre en compte. Augmentation de la productivité souvent, épuisement, voilà. François Rebsamen, vous êtes ministre du Travail. Le président de la République l'a redit lors de son interview du 14 juillet. Il ne se représentera pas sans inversion de la courbe du chômage. Vous êtes en quelque sorte son dernier espoir ? Non, parce qu'il ne s'agit pas d'inverser la courbe du chômage, il faut faire diminuer le nombre de chômeurs. C'est ça qui pèse aussi, je le crois, sur le moral des Français. Là, j'ai des bonnes annonces ce matin, des bonnes nouvelles, j'allais dire, qui vont être publiées dans la journée, puisque, vous savez, le régime central de la sécurité sociale, les URSSAF, recense les déclarations d'embauche. Or, au deuxième trimestre, ces déclarations d'embauche ont augmenté de 1,2%. Elles avaient augmenté de 1,9% au premier trimestre, et elles augmentent même les déclarations d'embauche. Il y a un dynamisme de déclaration d'embauche en CDI. Donc, il y a des bonnes nouvelles. On crée de l'emploi dans ce pays. Il ne faut pas qu'on croie qu'on détruit de l'emploi. On crée de l'emploi. Mais pourquoi le chômage augmente alors ? Parce qu'on a un tel dynamisme démographique qu'il faut créer suffisamment d'emplois pour faire reculer le chômage. Or, on crée de l'emploi, mais on n'en crée pas encore assez pour faire reculer le chômage. À la fin de l'année, sur la base des prévisions, moi je suis obligé de me baser sur les prévisions à cet instant, sur la base des prévisions de croissance à 1,2%, on aura stabilisé le nombre de demandeurs d'emploi et il baissera à le début de l'année prochaine, à la fin de l'année. Les chiffres du chômage tomberont la semaine prochaine. Vous attendez de bonnes nouvelles ?
Oh, cet outil statistique qui est donc composé des chiffres qui sont publiés suite à Pôle emploi, au recensement de Pôle emploi, ne constitue pas pour moi un outil statistique le plus fiable, et je préfère les statistiques du BIT, de l'INSEE, qui sont publiées trimestriellement. Donc, si je vous entends bien, vous n'êtes pas optimiste. Non, mais je ne fais pas de pari sur les chiffres du chômage, j'agis pour qu'ils baissent.